Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christelle Chopin. Bonjour Christelle. Bonjour Alex. C'est un bonheur de te retrouver également, puisque nous nous connaissions déjà. Nous nous sommes vus il y a quasiment un an, je crois, sur Rideau Rouge à l'époque. Et ça avait été déjà un plaisir de discuter avec toi. Donc j'ai hâte de voir ce que cette discussion va donner. Eh bien, écoute, plaisir partagé de pouvoir rediscuter ensemble. Et puis aussi, oui, je suis curieuse de voir ce que va donner cet entretien sur un autre thème. Mm. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Christelle, tu es entrepreneur, tu es conférencière, tu as fondé la Chamanique Clinique et tu enseignes le Kinomichi. C'est de ça d'ailleurs que tu es venu nous parler ce matin. Tu es également formé à la sophrologie, à la PNL, à l'hypnose spirituelle et au chamanisme. Et tu as été élève du fondateur du Kinomichi, Noro Masamichi. Donc, c'est une technique que tu pratiques depuis 20 ans. Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est parfait, je n'ai rien à ajouter. Bon, super. Avant qu'on démarre, on va faire ton petit portrait chinois si tu étais un livre. Je serai L'audace de vivre d'Arnaud Desjardins. Si tu étais un film. Je serai Little Miss Sunshine. Ok. Si tu étais une époque. Maintenant. Ça peut surprendre. Mais maintenant, parce que tout change, donc tout est à réinventer. Hmm. Si tu étais une devise, un dicton, un proverbe. Euh, Je prendrais quelque chose que nous répétait souvent Maître Noro, le fondateur de Kinomichi. Il nous disait, trompez-vous avec assurance. D'accord. Ok. Et si tu étais une créature légendaire. Le roi Arthur. Ah ouais, ok. Ah oui, l'épée, les chevaliers de la table ronde, Hmm. ensemble, levons-nous pour un idéal. Ça te va bien. Alors, c'est quoi le kinomichi? Alors le Pour commencer, c'est quoi Kinomichi, l'histoire de cet art? alors voilà, le Kinomichi n'est pas dissociable de ses racines. Alors, je vais déjà définir en deux mots qu'est-ce que c'est, puis après, je parlerai de comment il est né. Le kinomichi, c'est un art du mouvement d'origine japonaise qui, en fait, tire son origine de l'aïkido, l'aïkido qui est un art martial. Et le kinomichi, en fait, transcende l'aspect martial de l'aïkido pour en faire un art du mouvement et à travers le mouvement, se construire soi, mais aussi réapprendre à développer une relation harmonieuse avec l'autre. Voilà, et c'est une discipline qui est reconnue par le ministère des Sports français. Et qui est Alors, rattaché d'ailleurs à la fédération de l'aïkido, si je ne dis pas de bêtises. alors le kinomichi est rattaché à la Fédération française de karaté. De karaté, ok. De karaté, voilà. Alors pourquoi karaté, etc. Bon, ça, ce sont des histoires de rencontres humaines qui font que les affinités se font. C'est justement ça le kinomichi, les affinités se font et puis voilà. Donc, je disais, oui, le Kinomichi n'est pas dissociable de son histoire et de ses racines. Et je pense que dans l'époque qu'on traverse actuellement, c'est une époque un peu où on a l'impression que beaucoup de gens sont en quête de racines. Et on va souvent les chercher ailleurs que là où elles sont, c'est-à-dire en dessous de nos pieds. Et le Kinomichi propose ça, c'est-à-dire il y a une dimension très d'où on vient. Donc, le kinomichi vient de l'aïkido. L'aïkido est un art martial qui est né au Japon au tout début des années 40. Et le fondateur de l'aïkido, Maître Ueshiba, a été formé avant par des maîtres et il a été formé à ce qu'on appelle maintenant des arts martiaux, c'est-à-dire des arts de la guerre. Hein. Martial égale guerre. La particularité de Maître Ueshiba, c'est qu'il avait un parcours spirituel.
et qu'à travers sa pratique et sa création de l'aïkido, il a aussi associé une dimension spirituelle. Dimension spirituelle, non pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens s'ouvrir à autre chose que la guerre, ce qui peut paraître paradoxal quand on est formé. Il a d'ailleurs été un guerrier, il a fait la guerre, mais en fait, c'est le Japon. Donc le Japon, ce sont l'harmonie des contraires qui deviennent en fait des polarités complémentaires. Le jour, la nuit, le yin, le yang, par exemple. Et donc, cet art de la guerre associé à sa quête spirituelle dans l'idée d'amour, ben, ça a donné l'aïkido. Et il a formé dans les années 40, dans les années 50, des jeunes, beaucoup de jeunes allaient vers lui, dont Maître Noro. Et dans le début des années 60, Maître Ueshiba a dit à ses plus proches élèves, maintenant il faut quitter le Japon, il faut aller ailleurs, il faut aller en Occident pour partager l'aïkido. Donc, c'est ce qu'on appelle la venue des grands maîtres, les grands maîtres d'aïkido, donc ceux qui ont été autour de Maître Ueshiba. Maître Noru a fait partie de ces grands maîtres. Il est arrivé en 1961 en France, à Marseille très exactement, et il a apporté l'aïkido. Et il a d'abord apporté l'aïkido qu'il avait appris au Japon. La particularité de Maître Noru, c'est qu'il était très vif, très efficace dans ses techniques. Donc, il était brillant sur le tatami. Et il a développé en quelques années, en 3-4 ans, je crois, grosso modo 250 dojos en Europe et en Afrique. Magnifique. Et puis, il y a un parcours de vie aussi pour Maître Noro. Et dans la tradition japonaise et des arts martiaux, suivre un maître et après transmettre ce qu'un maître t'a transmis, c'est transmettre en fait ta propre voix. C'est pas suivre, je sais plus comment, comme un perroquet, répéter comme un perroquet ce que ton enseignant, ton maître t'a transmis, c'est à travers ce qu'il t'a transmis, créer et ouvrir ta propre voix. Et donc, Maître Noro, c'est un parcours aussi de, mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens de être sur un tatami et être dans un art de la confrontation? L'aïkido, à l'origine, c'est ça, hein. Un partenaire arrive vers toi, c'est une attaque, et toi, tu dois te défendre de cette attaque, et ta manière de se défendre, de te défendre de cette attaque, c'est de retourner l'énergie du partenaire contre lui, pour ou le mettre au sol en l'immobilisant ou en le projetant dans l'espace. On est dans une notion de domination quand même. Ah, je t'ai mis par terre, ah, je t'ai immobilisé. Ouais, d'où le Et côté martial, quoi. C'est ce exactement, le rapport à côté l'autre. martial. Oui. Mm. Voilà. Et le côté performant aussi. Dans l'aïkido, il y a cette dimension où tu fais un minimum de gestes pour un maximum d'efficacité. Et ça nous rappelle aussi bien notre époque actuelle. On est dans une époque de recherche de performance, de recherche d'efficacité, en faire le minimum pour avoir le maximum de résultats et prendre le minimum de risques. Et donc, Maître Noro s'est questionné sur le sens de tout cela. Qu'est-ce que ça apporte finalement d'être le meilleur ou d'avoir le sentiment d'être le meilleur? Puis, parce que la vie nous accompagne, eh bien, il a commencé à s'ouvrir à des pratiques occidentales, des pratiques corporelles occidentales, ce que peu de maîtres japonais ont fait à cette époque. Puis, la vie est encore bien faite, puisque malheureusement ou heureusement, il a eu un accident de voiture très grave. Donc, en 1966, Maître Noro était un fou de vitesse, pas que sur les tatamis. Donc, il avait donné un stage à Bruxelles, il rentrait à Paris le soir, et donc je prends la voiture et j'essaye de rentrer le plus vite possible entre Bruxelles et Paris. Boum! Pied sur l'accélérateur, manque de peau, un camion à un moment donné traverse la route, et donc il est passé, s'est encastré sous le camion. Il s'en sort, certes avec des côtes cassées, légèrement scalpé, et, et dans son chemin de reconstruction de son corps, là est arrivée la quête de sens. Est-ce que je me reconstruis un corps comme avant pour être très performant ou est-ce que je vais dans une autre voie? Et c'est là où il s'est souvenu des enseignements de Maître Ueshiba, des enseignements spirituels, des enseignements de cœur, de paix, de recherche de paix. Et il a créé son propre chemin. Donc, en ce sens, il a été fidèle à son maître puisqu'il a créé sa propre voie, qui est le Kinomichi, qui traduit en français serait est la voie de l'énergie.
c'est qu'est-ce que c'est l'énergie? Qu'est-ce que c'est être vivant? Parce que la guerre, le rapport de force, c'est la mort, d'une certaine manière. Dans un combat, il y en a un qui meurt et un qui vit. Bien évidemment, l'aïkido, on n'est pas dans ce rapport à la mort, mais on est dans un rapport de efficacité, performance, domination d'une certaine manière. Et ça, Maître Noro a dit, ça n'est pas le vivant, c'est pas la vie. L'être humain est fait pour collaborer. Il n'est pas fait pour dominer. Il n'est pas fait pour répandre la guerre. Il est fait pour répandre la paix. Donc, comment, à travers le corps et en partant des mouvements d'aïkido, on peut vivre ça en nous? Voilà. D'où le fait que tu parles davantage d'art du mouvement que d'art martial. C'est-à-dire que là, on est peut-être plus proche de la danse aussi que de l'art martial à proprement parler. Alors, ce n'est pas de la danse et c'est pas un art martial. On garde les mouvements d'aïkido, mais on a une intention qui est différente. Mm. C'est-à-dire, on passe de l'adversaire au partenaire. Donc, ça veut dire dans ton corps, tu vas nécessairement te comporter différemment. Au lieu de vouloir saisir le partenaire et puis l'empêcher de bouger, tu as un contact, mais c'est pas un contact diffus, c'est un Mm. contact franc de toute ta personne. Ton but n'est pas de l'immobiliser, ton but est d'être dans une forme de teneur. Toute mon énergie est là, je sens l'énergie de l'autre et ensemble on fait quelque chose. Mm. Les mouvements que nous faisons, qui donc tirent leur origine de l'aïkido, la chose qui est transformée, c'est qu'au lieu d'être dans des mouvements très en ligne droite, l'aïkido, tu es très dans la ligne droite et dans l'efficacité. Donc, je suis saisie, hop, je fais un mouvement pour me dessaisir et puis c'est réglé. Là, je suis saisie, on prend le temps de la rencontre. Donc, on sort de la ligne droite, on passe dans la spirale Mm. et j'amène mon partenaire au sol ou je l'envoie faire des roulades dans l'air, mais il n'y a pas cette notion de je m'en débarrasse, je projette, je l'accompagne au sol. Si tu veux, on est dans cet équilibre yin-yang, on n'est pas dans la danse éthérée, etc. Non, on est vraiment dans la puissance de, de notre énergie vitale. Notre énergie vitale n'est pas que une spirale sans axe. On a les deux. On a l'axe et la spirale. Et c'est ça, c'est l'équilibre yin-yang, en fait, si tu veux. Donc, Mm. on a vraiment une puissance. Chaque partenaire est invité à exprimer sa puissance d'énergie parce que chacun l'exprime en laissant l'espace à l'autre et en prenant pleinement son espace. La magie s'opère entre les individus, l'harmonie arrive, la collaboration arrive. Donc, c'est très physique. C'est accessible à tout le monde, mais c'est très physique. On peut faire des mouvements aussi rapidement, lentement, statiques en bougeant. Mais il y a quand même cette notion de, on sent que l'art martial est là, sans être dans la guerre, sans être dans la compétition, sans être dans la domination. On vient de là. Donc, l'aspect yang n'est pas nié, D'accord. bien au Est-ce contraire. que, si j'essayais de reformuler, est-ce qu'on pourrait dire que dans le Kinomichi, le but, ce n'est pas tellement la position finale, telle qu'on pourrait le retrouver dans un art martial, mais toutes ses composantes, y compris les étapes intermédiaires de saisie, etc. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Exactement, tout est important. Même avant que tu rencontres physiquement par le toucher ton partenaire, tu es déjà dans un contact, tu es déjà dans une relation. Le kinomichi se pratique dans un dojo, comme les arts martiaux. Donc déjà, quand tu rentres dans cet espace, tu es déjà en contact avec autre chose, avec un espace privilégié pour pratiquer. Tu rentres, tu salues le lieu, puis Mm. après, tu salues le maître, puis après, tu salues tes partenaires et tu pratiques. Donc oui, c'est ça. C'est la finalité, finalement, n'est pas de mettre le partenaire au sol ou de l'envoyer faire une roulade. La finalité est le tout. Mm. Donc finalement, Ouais. il n'y a pas de... La finalité, c'est qu'est-ce qui se passe entre nous. Mm. Ouais. Et on a des mouvements qui sont une sorte de d'alphabet. Et mais on peut créer au bout d'un moment, une fois que tu connais dans ton corps les lettres de l'alphabet, tu crées toi-même tes propres mots à deux. Oui, c'est-à-dire que du coup, c'est là où ça rejoint un petit peu la danse. Là, après, tu peux chorégraphier en fait un ensemble de mouvements qui vont s'enchaîner et que tu vas réaliser avec ton partenaire.
Voilà. Mm. Donc, peut-être la différence avec la danse, c'est que on apprend des mouvements, mais pas dans le sens où on apprend des formes, parce que la forme est sclérosante, donc elle tue le vivant. La forme, le mouvement est un support, en fait. Chaque position de main, position de pied a aussi un sens énergétique, mais on transcende ça, c'est-à-dire on revient à un corps sensible. Donc on sent le mouvement. La particularité aussi, c'est qu'on sent à deux. On ne fait pas du kinomichi seul. En tout cas, dans la majorité, on ne fait pas du kinomichi seul. Donc, on apprend ensemble ces mouvements, mais on les apprend par le ressenti, pas par la mécanique. J'apprends mécaniquement des mouvements, puis je les répète après, un peu comme un perroquet, puis je les fais avec l'autre, mais en fait, je les fais qu'avec moi-même au final. Donc, Ouais. on est dans comment on apprend autrement. Mm. Mais c'est Oui, ça tu veux aussi dire que qu'il la faut. technique est moins importante aussi que le ressenti. C'est-à-dire que Oui, contrairement à, par exemple, tu vois, je vais reprendre le cas d'un art martial où on va vraiment m'apprendre à faire une clé de bras à quelqu'un, comment je dois me positionner, etc. pour le faire. Finalement, là, la technique va avoir moins d'importance que le ressenti du mouvement, c'est ça? c'est pas qu'elle est moins importante, elle est aussi importante. D'accord, Les ok, deux sont à c'est une égalité, équivalence. c'est-à-dire, Oui. voilà, tu dois Mm. sentir. Mais après, bien évidemment, il y a une manière de se placer, une manière de mettre ou la main ou le corps, mais on part du ressenti Mm. Ok. pour arriver à la technique. Donc les deux sont d'égale importance, simplement par quoi on commence? Et on commence par le ressenti. Ok, oui, je comprends. Ok. D'où le fait que peut-être ce soit plus accessible aussi pour des personnes qui débutent, parce que du coup, tu vas moins avoir cette appréhension technique de il faut que je fasse bien, il faut que je regarde comment on fait, que j'apprenne vraiment le placement précis, et du coup de se déconnecter aussi de comment on se sent, en fait, d'être juste dans une exécution, hein. Mécanique, Mm. exactement. Alors, le kinomichi est accessible à tous et toutes, quel que soit l'âge, même à la limite, quel que soit l'état de ton corps, tu peux pratiquer. Et effectivement, l'enjeu qu'il pourrait y avoir dans, ah, il faut que je connaisse bien un mouvement, donc que j'en connaisse bien la technique, n'est plus présent. Mm. Et c'est du coup l'enjeu de la performance, du bien faire n'est plus présent. C'est déjà sentir, ressens dans ton corps, fais confiance à ton corps. Puis après, avec le temps, avec la pratique, la justesse s'installe. La justesse technique et puis la justesse du rapport avec l'autre. Oui, tout à fait. C'est une autre démarche, une autre manière d'apprendre. Mm. Aussi quand tu regardes un mouvement, donc je veux dire dans la tradition, un maître arrive, il fait un mouvement une fois, puis après tu le refais avec ton partenaire, tu fais ce que tu peux en gros. Mm. Et c'est aussi dans le kinomichi, c'est regarde, mais regarde différemment. C'est peut-être, tu vois, passer du regard à l'attention, c'est-à-dire notre regard est très, très étriqué en fait. C'est plutôt ouvre ton regard et regarde avec tous les yeux de ton corps. Ressens le mouvement. Et quand on enseigne, c'est aussi un magnifique challenge de dire comment je peux ne pas aller dans la facilité, c'est-à-dire, bah, regardez, mettez votre main comme ça, mettez votre pied comme ça, et puis le mouvement est fait, bravo, et dire, ah Mm. non, comment je peux amener les personnes à ressentir dans leur corps la justesse. Comment aussi je peux leur amener, et ça c'est très important dans le Kinomichi, à ressentir de la joie. Ce maître Noro disait, oui, la paix, l'amour, mais nous sommes faits pour exprimer la joie. Et la joie est toujours présente. Quand on pratique le Kinomichi, c'est important, c'est la joie de la rencontre. Et comment je peux leur donner le goût du mouvement? Comment je peux leur donner la joie de chercher? C'est ça qui est aussi un magnifique chemin et qui apporte une dimension supplémentaire au Ouais. Kinomichi. Est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être les étapes d'apprentissage? Je vais reprendre le parallèle avec l'art martial, tu vois, on a la ceinture blanche, puis la ceinture jaune, etc., etc., et on gravit les échelons jusqu'à devenir soi-même ceinture noire. J'imagine que du coup, le fonctionnement là aussi va être différent. Alors, j'ai lu des petites choses, j'ai vu qu'il y avait des niveaux d'initiation. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous les décrire un petit peu? Oui. Alors, voilà, mais, dans le Kinomichi, pardon, nous n'avons pas des couleurs de ceinture. Tu arrives, tu es débutant, et puis au fil de la pratique et de ce qui se transforme en toi, et aussi, euh,
on va dire, d'un certain nombre de choses que tu dois ressentir et connaître. C'est toujours un équilibre entre sentir et connaître. Donc, à partir du moment où tu connais, on va dire, les 25 mouvements de base, alors tu reçois ce qu'on appelle un MON, c'est-à-dire c'est le macaron de la famille neuro, hop, que tu as dans le dos, donc le point qui correspond au cœur. Paf, c'est une zone Ok. particulière. Puis après, tu avances dans ta pratique et puis tu vas recevoir un hakama. Le hakama, c'est cette jupe culotte qui est, par exemple, ont les aikidoka, qui est souvent noir. Nous, au Kinomichi, nous avons un hakama qui est gris rayé noir. C'est le hakama de cérémonie que portent normalement, que portaient les samouraïs pour les cérémonies. Et c'est lorsque tu as avancé dans la pratique que voilà, ton cœur s'est ouvert, qu'il y a aussi un cheminement intérieur, et ce cheminement se voit à travers ton corps, et puis tu connais un peu plus de mouvements, là tu en connais 111 en plus. Tu reçois ce hakama, tu deviens donc hakama, et puis l'étape suivante, c'est tu deviens hakama régulier, c'est-à-dire symboliquement le macaron, le mon que tu portais dans ton dos descend à l'arrière de ton hakama, autre point, hein, le point du ki, et tu le reçois là. Puis après, tu peux devenir enseignant, instructeur. Voilà, là, c'est en fait, je vais dire, dans l'évolution de ta pratique. Donc, on est hors de la notion, il y a des examens à passer. Il n'y a pas d'examen. C'est un chemin intérieur qui est reconnu par ton enseignant. Et c'est pas une pyramide à gravir. Hmm. C'est pas ça. C'est plus un chemin. Voilà, c'est un c'est une initiation et ce sont des étapes sur ton chemin. Hmm. Ouais. Donc, il n'y a pas du tout non plus de notion de compétition. Aucune. On n'a pas de représentation comme ça publique, c'est plutôt quelque chose qui va se faire dans la pratique. Tu parlais tout à l'heure de performance, alors je suis à la fois d'accord avec toi et pas d'accord, c'est-à-dire que pour moi la performance est importante parce qu'il y a le côté, ça c'est peut-être mon côté artiste aussi qui parle plus, tu vois, on parle un spectacle, c'est une performance artistique. Là où et d'ailleurs on parle aussi de performance sportive, là où je te rejoins en revanche, c'est que la performance n'est pas une finalité. C'est quelque chose qui se passe, ça arrive, et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que même dans le Kinomichi, il y a des moments peut-être qu'on vit qui pourraient s'apparenter à de la performance, des moments où on est dans la connexion totale et où du coup, qui sont ces moments en fait qu'on appelle aussi le flow, même dans le jargon entrepreneurial. Tu vois, c'est ces moments-là où on est complètement connecté. Pour moi, c'est ça la performance, mais c'est pas tellement ça la finalité. Et je pense que ce dont il faut se détacher, en fait, c'est plus de rechercher la performance comme une finalité, mais d'accepter qu'en fait, sur notre chemin, il va y avoir des moments de haut, des moments peut-être un peu plus bas, et qu'en fait, l'important, bah, c'est juste de surfer un petit peu sur la vague. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou pas? Oui, je te rejoins. En fait, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot performance. Hmm, Si on est dans une notion performance de toujours être au top, par exemple, alors là, non, effectivement, la vie est faite de haut et de bas. Euh, et c'est ça qui fait le vivant. Si on met derrière la notion de performance la présence, alors là, c'est déjà plus juste pour moi, tu vois. hmm, Tu es là avec ce que tu apportes ce jour-là, avec tes partenaires aussi, qui apportent aussi ce qu'ils ont à apporter ce jour-là, et quelque chose se passe ou pas. Et des fois, ça peut ne pas se passer. Et c'est pas hmm, grave, c'est aussi OK. hmm, Donc oui, oui, je te rejoins. Tout dépend, voilà, tout dépend de la représentation qu'on a du mot performance. hmm. Ce qui Est-ce qu'à ce fait moment-là, une, la technique nous rattrape les jours où où c'est pas là? Est-ce que du coup, on peut, tu vois, être un peu plus, ok, bah c'est pas grave, aujourd'hui, je fais juste mes mouvements et puis je suis pas dans la connexion, je suis pas dans le ressenti, aujourd'hui, j'arrive pas. Est-ce que ça fonctionne quand même? alors, ça fonctionne différemment. Ouais, Parce que, en fait, forcément. quand, quand, quand tu fais du Kinomichi, tu n'es pas seul. Tu as toujours un partenaire avec toi. Mm, Donc, si toi, ce jour-là, t'es fait pour X ou Y raison, tu te, tu vas dans la facilité de l'exécution du mouvement, ton partenaire va nécessairement te le renvoyer d'une manière ou d'une autre par le ressenti. Et peut-être parce qu'il y a cette interaction, tu peux sortir de je suis fatigué, ça va pas, et donc de ton monde où tu es emprisonné, et tout d'un coup quelque chose s'ouvre et ça se transforme. Et là, ça devient génial. Et tu dis waouh, merci partenaire. Donc
si on était seul, tu vois, si on faisait des mouvements seuls, alors on pourrait rester dans notre aujourd'hui ça va pas, je me contente de faire des mouvements et patati et patata. Là, non. Tout de suite, tu es avec quelqu'un. Hop, tu pratiques. Et nécessairement, quelque chose se passe. Tu lâches. Il y a un moment où, voilà, tu lâches et puis tu te remets dans l'énergie. Ou pas. Des fois, non. Quel que soit les partenaires, ça sera un mauvais jour. Et puis c'est OK. Et puis c'est la vie. C'est l'apprentissage. Et alors, est-ce qu'on a des moyens de venir faciliter, entre guillemets, cette connexion, ce ressenti, le fait d'être là? Est-ce que, en dehors du tatami, je sais pas, il y a des exercices d'ancrage, des choses qui se passent qui vont venir mettre le corps et l'esprit en condition pour pratiquer? Est-ce qu'il y a des échauffements spécifiques? Alors après, en dehors du tatami, c'est ta responsabilité à toi Ok, de ah ouais. savoir si qu'est-ce que tu voudrais faire. Ça, c'est très important dans la transmission actuelle du Kinomichi, qui a été reprise par le fils de Maître Noro, puisque Maître Noro est décédé, donc Takeharu Noro. C'est notre responsabilité à nous, en dehors du tatami, de qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que, par exemple, tu ne veux rien faire et puis tu pratiques seulement quand tu vas sur le tatami? Ou est-ce que, toi, quand tu es seul, tu vas pratiquer? Et si oui, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, c'est le choix de chacun. Alors, tu en as qui vont peut-être faire des étirements, tu en as qui vont pratiquer les armes, puisqu'on pratique aussi avec des armes, comme dans l'aïkido, que ce soit le sabre en bois, le bokken, ou le jo, le bâton en bois, ou le yaito, le sabre avec une lame en métal, ou tu pratiques des mouvements seuls, ou ça, c'est ton choix à toi. Et c'est ta responsabilité vis-à-vis de toi-même. Hmm. Ouais, j'aimerais qu'on reparle là. Tu viens de parler des armes et ça m'amène une question qui est importante, mais après on va revenir sur la question de l'échauffement. Euh, c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup on rajoute une énergie tierce. Si tu travailles avec un bâton, si tu travailles avec une arme, il n'y a plus que les deux partenaires. En fait, il y a trois partenaires. Comment est-ce que tu intègres ce troisième partenaire dans cette énergie, dans cette co-construction? Le plus simplement du monde, en prenant ce troisième partenaire et en travaillant avec. En Oui. fait, chaque arme, chaque instrument a une énergie particulière, donc qui va te faire travailler différemment avec lui. Et chacun le ressent aussi différemment. Le bokken, donc le sabre en bois, est très important dans tout ce qui va être les directions, la précision des directions. Hmm. C'est également une arme qui a une énergie très yang, mais qui a du yin en elle. Le jo, donc le bâton, est beaucoup plus yin et va te faire travailler l'espace, le rapport à l'espace. Peut-être aussi plus de créativité dans les mains. Le yaito, qui est donc le sabre en métal, là tu le pratiques seul. Enfin, on est en groupe, mais tu fais des mouvements seul. C'est un autre travail. C'est un travail, en fait, on fait un enchaînement de mouvements, enchaînement codifié. Et ces enchaînements racontent ben, ça raconte la confrontation avec la mort. Ça raconte l'histoire d'un combat de samouraï. Alors là, nous n'avons pas un samouraï en face de nous, on a nous-mêmes. Donc c'est notre confrontation à nous avec Hmm. la mort, donc avec la vie. Et tu travailles beaucoup plus l'enracinement, la, la puissance physique, l'énergie vitale rassemblée. C'est-à-dire comment tu peux déployer quelque chose tout en le rassemblant, en le condensant. Mm. Ouais, ma question c'était plus par rapport, enfin tu vois, enfin c'est peut-être moi qui me fais des films, hein, mais moi si tu me rajoutes un sabre dans la main, tout de suite la tension est différente. Ou alors si tu rajoutes un sabre à mon partenaire, tu vois ce que je veux dire? Alors Ah après peut-être que oui, vous les intégrez aussi petit à petit et que du coup il y a aussi un travail de confiance. Peut-être que c'est pas les débutants qui prennent les sabres tout de suite, mais euh, mais je veux dire moi ça me rajoute tout de suite une espèce de stress quoi, de me dire ok là on joue avec quelque chose de plus important, tu vois. Et comment ça tu fais avec? Est-ce que justement, du coup, c'est dans le processus de travail, ça vient plus tard? c'est non. Alors en fait, les débutants travaillent aussi avec le sabre, avec le Ok, jo, etc. C'est aussi la représentation qu'on a de ouais. ah mon Dieu, c'est un sabre, c'est une arme de guerre. Oui, 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 l'autre va me couper la tête. Et en fait, en étant dans une autre énergie, dans une autre intention, ça lâche ça. Et tu réalises que finalement, c'est pas une arme, c'est un instrument qui permet
la construction de soi. Mm. Et c'est le parcours des samouraïs aussi, hein. Les écoles de samouraïs étaient des écoles de guerre, puis sont devenues des écoles de construction de soi. La construction de soi. Et donc la construction de soi, non pas dans l'opposition, mais dans la collaboration. Donc tu te rends compte que oui, il y a une arme, mais on peut en faire autre chose que de se taper dessus. Ok. Toi, par exemple, le bokken, justement, là, le sabre en bois, j'aime beaucoup utiliser ça avec des entrepreneurs, des managers, des dirigeants. Et ils aiment aussi beaucoup ce travail. Parce que tout de suite, quand ils voient le sabre, et sont des personnes débutantes qui n'ont jamais vu ou fait du kinomichi ou quoi que ce soit, donc tout de suite, c'est oh génial, on va se battre. Mm. Et moi, je souris intérieurement parce que je me dis, vous allez voir si vous allez vous battre. Et en fait, ils découvrent une autre manière d'être ensemble. C'est-à-dire le sabre, avec tous les clichés qu'il y a dessus, amène une transformation plus forte, plus importante de, ah oui, on peut passer de la guerre à la paix, on peut passer de l'adversaire au partenaire, c'est possible. Mm. Oui. Ouais, alors tout à l'heure, on Donc, parlait de l'échauffement avant qu'on fasse cette petite parenthèse là sur les armes et tu disais que c'était plus une question en fait individuelle. Et juste avant, tu as parlé aussi du cheminement personnel qu'il y avait dans cette pratique. Est-ce que quand même les maîtres n'invitent pas aussi à se questionner sur cet avant, ouais, sur ce qui se passe avant de rentrer sur le tatami? Est-ce que ça fait pas partie justement du cheminement qui est euh, pas imposé, mais en tout cas qui est souhaité par les maîtres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? alors, Vas-y. avant, est-ce que tu parles de l'échauffement ou avant, est-ce que tu parles de ce qui se passe Oui, en quand je parle dehors? d'échauffement, je parle aussi d'intériorité, du travail sur soi, de comment se recentrer, comment s'ancrer avant de monter sur le tatami. Tout ce travail, tu disais que c'était plutôt une démarche intérieure. Est-ce que quand même, il y a dans le Kinomichi la volonté que cette démarche intérieure soit faite, quel que soit le temps que ça prenne? Mhm. Alors, pour ce qui se passe en dehors du tatami, les enseignants invitent, mais n'imposent pas. Hmm. C'est le chemin de chacun. Et Oui. après, quand tu montes sur un tatami, déjà, tu arrives dans le vestiaire, tu te changes. Normalement, tu devrais aussi te laver les pieds. Tu n'arrives pas les pieds sales sur un tatami. Rien que ça, ces rituels, ce sont des sas qui te permettent progressivement de lâcher ce qui se passe en dehors du tatami pour monter sur le tatami. Tu arrives, tu salues le tatami. Tu arrives, après tu t'assieds. Ou alors tu commences à pratiquer. Voilà, progressivement te mettre dans le mouvement, etc. Puis à un moment, ça s'arrête, tout le monde s'assied, on salue. Tout ça sont des rituels. C'est pareil, on est peut-être parfois dans une société un peu déritualisée. Et Hmm. le fait d'avoir ces rituels, ces étapes, ça te permet progressivement Oui. de rentrer dans la pratique, de te recentrer. Les échauffements, parce qu'il y a toujours des échauffements, ça c'est l'art de l'enseignant, de sentir individuellement chaque personne et le groupe. Donc c'est son Hmm. art aussi du regard, de la perception, de OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que individuellement et collectivement, tout le monde arrive à. Hmm. Et c'est ça. Et en fait, toi, tu le vis à chaque fois que tu vas sur le tatami. Donc, au bout d'un moment, tu l'intègres, consciemment ou non. Donc, finalement, tu te dis, ah tiens, ben, peut-être que moi aussi, avant de donner une interview, avant d'aller travailler, peut-être aussi je vais prendre un temps, peut-être aussi je vais prendre un rituel. Mais l'enseignant ne va pas dire, il faut faire comme ça. Hmm. Il va juste soumettre l'idée que ce serait possible, ou, encore mieux, te le faire vivre, Oui, c'est sans la voie de qu'il y ait l'exemple, quoi. C'est dans vraiment. l'exemplarité de ce que lui Exactement, montre. Hmm. exactement. Sachant que dans l'exemplarité, il n'est pas question de refaire comme. Hmm. C'est trouve à travers l'exemple ta propre voie. Ça, Oui, c'est important. C'est retrouve ta propre souveraineté aussi. On te donne un cadre, mais dans ce cadre, qu'est-ce que toi tu apportes? Hmm. Ça, c'est important. Oui, oui. Quel est le rapport aux éléments de la nature dans le Kinomichi? L'eau, la terre, le feu, l'air, l'esprit? Alors, c'est très, c'est très japonais.
Donc, ça veut dire, tout est là, mais ça n'est pas dit. Mm. Parce que tout ce qui peut être un peu plus, on va dire, subtil dans le vivant n'est pas dit. Il n'y a pas, ça n'est pas exprimé, c'est vécu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ah, un sabre, c'est fait avec de l'eau et du feu, par exemple. Un Joe va être un Joe, donc le bâton en bois, va te donner plus des mouvements d'air, etc. Tu vas avoir des mouvements dans le kinomichi. Donc on repart des mouvements d'aïkido, mais ils ont été nommés différemment. Nous avons des mouvements de terre parce que tu finis le mouvement à terre. Nous avons des mouvements de ciel parce que tu finis ou tu peux finir par une roulade dans l'air. Mais on n'est pas dans un culte, si je peux utiliser ce terme-là. C'est là, c'est normal. Ça fait partie du réel. Donc, il n'y a pas on n'a pas à le nommer, tu vois, Mm. ou à faire quelque chose de particulier. C'est là. Et au fur et à mesure de ta pratique, tu comprends. On te Oui. laisse l'espace pour faire ton chemin par toi-même. Voilà. Si tu salues en posant d'abord le genou gauche, puis après le genou droit, c'est qu'il y a une raison. On ne te l'explique pas. Tu dis, à un moment donné tu vas dire, mais pourquoi on fait ça? Et tu vas chercher. Tu vas voir, ah oui, le symbolique du côté gauche, le symbolique du côté droit. Pourquoi quand je me lève, je me lève toujours avec le côté droit? Pourquoi quand je mets ma main sur le sable, c'est la main droite? Voilà. C'est, Après, ça dépend des enseignants. Tu as des enseignants qui peuvent insister plus là-dessus ou d'autres moins. Mais il y a vraiment on te fait confiance. C'est ça, on te fait confiance pour pouvoir faire ton propre chemin. On fait confiance à l'humain. Mm. Comment le Kinomichi il est arrivé dans ta propre pratique, dans ta propre vie, et comment est-ce que toi tu l'as intégré dans ton approche? Comment est-ce que tu l'as mis au service de ce que toi tu proposes? Et j'ai envie presque de dire comment est-ce que toi tu l'as remodelé pour qu'il soit vraiment fait pour toi? Parce que tu disais que du coup le créateur avait aussi remodelé ce que lui connaissait, l'avait vraiment adapté pour que ce soit complètement aligné avec qui il était. Mm, Comment est-ce que toi c'est venu nourrir ton parcours et comment est-ce que toi tu l'as aligné avec toi? mm. Alors moi, je faisais du tai chi chuan. Donc tai chi chuan, on fait seul des mouvements très très Mm. lents. Et puis un jour, j'ai demandé à mon professeur de tai chi chuan, je lui ai dit, écoute, je vais déménager, donc je vais quitter Dijon, je vais aller habiter Paris. J'aimerais continuer à pratiquer, mais j'aimerais faire autre chose que du tai chi chuan. Et je lui dis, parce que j'aimerais que ça bouge un peu plus et j'aimerais un partenaire, parce que j'en ai marre de faire des mouvements seuls. Il me dit, mais, j'ai vu un truc un jour, c'est une démonstration à Paris, va voir, comme maintenant tu habites Paris, va voir, c'est Maître Noro, il fait du kinomichi, ça vient de l'aïkido, peut-être ça va t'intéresser. Mm. Et quand j'étais adolescente, j'avais fait une année ou 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, d'aïkido, donc ça me parlait déjà. Et donc, je suis allée rue des Batignolles. Quand j'habitais Paris, j'ai assisté à une démonstration en 2023. Et puis, j'ai donc vu euh, le fondateur, Maître Noro, arriver. Je suis arrivée dans son dojo. Déjà, c'était un dojo complètement différent des autres dojos d'arts martiaux. C'est un dojo avec des tatamis blancs, alors que d'habitude, tu as des tatamis verts, Oui. rouges, bleus, etc. C'était un beau dojo avec des murs crème, des belles peintures japonaises. Je me disais, waouh, c'est beau, un dojo peut être beau. J'ai été accueillie de manière chaleureuse, bienvenue, etc. Et mes expériences précédentes, ou d'aïkido, ou de kendo, j'avais essayé aussi un peu le kendo, j'avais trouvé ça très, très froid, Mm. très dur. Et là, j'étais accueillie avec le sourire, etc. Allez-y, asseyez-vous. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, Maître Noro rentre, des anciens se mettent à pratiquer, font les mouvements, je regarde, je dis, ouais, ouais, pourquoi pas. Puis je me disais, c'est qui ces ahuris qui pratiquent avec le sourire? Moi, ça m'avait déconcertée, parce que dans les arts martiaux, on est assez sérieux quand même, voilà. Et là, je voyais des gens avec le sourire, qui avaient plaisir à faire leur mouvement. Je dis, c'est quoi ces abrutis qui sourissent? Et puis, Maître Noro a commencé à parler. Et puis, quelque chose m'a touchée et je me suis dit, j'ai envie de travailler avec cet homme-là. Voilà. Et donc, quelques semaines après, je me suis inscrite. J'ai fait d'abord des cours avec sa femme.
euh, Odile Noro, qui enseignait aux débutants. Enfin, les débutants, on avait le choix. Soit on commençait par Odile Noro, soit on commençait directement par Maître Noro. Moi, j'étais pas trop confiante. Donc, j'ai commencé avec Odile Noro. J'ai appris, voilà, mes premiers mouvements, à me déplacer dans le dojo, etc. Puis après, Maître Noro. Et c'était il y a 20 ans. Et je continue toujours. Et maintenant, je continue chez son fils, puisque Maître Noro est décédé. Et toujours avec la même... si on m'avait dit pendant 20 ans, tu vas faire la même pratique, je ne l'aurais pas cru. Moi, Mm. j'ai du mal à faire les choses longtemps. Et là, j'ai pas l'impression de faire la même pratique depuis 20 ans. J'ai l'impression de toujours, toujours, toujours être en découverte. Comment j'ai intégré ça dans ma pratique? Euh, il y a un moment où je me suis dit, dans ce que je, donc à l'époque, il y a 20 ans, j'étais sophrologue. Et donc, être sophrologue consiste à permettre aux gens d'apprendre à respirer puis à se détendre. Et en fait, ils bougent pas. Ils sont allongés puis ils respirent. Puis je me suis dit, bah non, moi j'ai envie qu'ils se lèvent et qu'ils bougent et qu'ils puissent découvrir qu'ils peuvent bouger en étant décontractés, qu'ils peuvent être ancrés en restant fluides. Et donc, bah, j'ai commencé comme ça. Voilà, c'est venu de là. Et après, quelle que soit la manière dont j'ai eu et dont j'ai d'accompagner les personnes, le Kinomichi a toujours une place. Toujours une place. Même par exemple dans le chamanisme, il a une place pleine et entière parce qu'il ancre, parce qu'il nous remet dans le corps, parce qu'il nous remet dans le réel, dans la matière, tout en ayant une petite dimension subtile. Mais voilà, ça crée un équilibre et ça crée un tout. Mm. Quand j'accompagne des dirigeants qui veulent aller vers plus de collectifs, découvrir qu'est-ce que ça veut dire collaborer, ils sont assaillis de techniques et je leur dis, mais il faut le vivre, il faut le ressentir déjà en vous. Donc on pratique le sabre. Voilà comment je l'intègre. Est-ce que tu pourrais nous partager une leçon que tu as apprise récemment? Quelque chose que tu as appris de la vie, que tu as compris de la vie, que tu as compris des humains, que tu as compris de la société en général? Alors, j'ai l'impression de toujours avoir à réapprendre les choses que déjà j'avais l'impression que je savais, et la réalité revient, puis me dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, récemment, je dirais, la leçon que j'ai apprise, c'est que l'acceptation, c'est la transformation. C'est-à-dire, plus on résiste à une situation, plus on lutte contre cette situation, plus elle persiste. À partir du moment où on l'accepte, qui ne signifie pas la cautionner, qui ne signifie pas être d'accord, hein, mais l'accepter, dire, OK, c'est comme ça, alors les choses s'ouvrent en nous et dans la réalité, et on peut transformer la situation. Mais ou des émotions, ou des pensées, tant qu'on est dans le refus, dans la résistance, rien ne peut se transformer. Merci Christelle, c'était de nouveau un plaisir d'échanger avec toi. Merci Alex. À nouveau, un plaisir d'échanger avec toi. Bon bah super, alors plaisir partagé. Bon, et bien du coup, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura apporté des choses. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association et suivre le travail de Christelle via tous les liens que je vous mets en description. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Continuez de bouger, restez en mouvement.